Et on y va. Donc, simplement parce que j'avais du trouble hier, est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, c'est bon. Super. Donc, aujourd'hui, lié de cité de base. Donc, je vais vraiment pas rentrer en détail, en profondeur sur quelques aspects. Ça, on va le voir demain dans l'atelier de EC avancé. Donc, on va vraiment passer à travers de éléments, mais pas tant que ça en profondeur. Donc ça, je vais vous inviter à venir me rejoindre demain, même heure, même place. Donc, en premier, pour accéder à votre cité, c'est bien simple. Vous rentrez sur votre portail, après ça, Apps Cité. Ça vous rentre dans votre cours, ou plutôt dans votre page d'accueil de cité. Si vous avez plusieurs cours, ils sont dans votre liste. Ce que je peux vous donner à tous, c'est aller chercher votre dernier cours. Comme là, par exemple, je vais juste faire une petite recherche de AVA23. Et puis, si vous regardez là, dans la partie droite, il y a un petit bouton pour l'épingler. En l'épinglant, vous allez remarquer que si je rafraîchis ma page, les prochaines fois que je vais me connecter, ben, dans le haut, mon premier cours qui va apparaître, ça va être mon cours que est Piné. Donc, c'est lui qui va toujours apparaître là, dans le haut de ma liste. Donc, je vous conseille toujours d'aller épingler vos cours que vous êtes présentement à l'intérieur. Comme ça, c'est toujours les premiers qui apparaissent dans votre liste. Et puis, ben, une fois qu'on est à l'intérieur, ben, c'est là qu'on commence. Donc, on a plusieurs aspects différents qui sont très utiles pour vous tous dans vos cours. En premier, la page d'accueil. Donc, comme vous pouvez voir, la page d'accueil, il y a votre nom de cours. On a un endroit qui s'appelle Nouvelles. On a notre photo de profil. Et par la suite, on a aussi un endroit pour aller naviguer le contenu. On a d'autres widgets dans la partie droite, où est-ce qu'on a le plan de cours et le tableau chrono. Donc, si les étudiants veulent aller télécharger puis garder les documents dans leur dossier, ben, c'est là que vous les invitez à aller cliquer et télécharger les PDF de soit du plan de cours ou du tableau chrono ou les deux. Notre Teams qu'on a configuré hier pour ceux qui ont des cours en ligne, ça se trouve là. Par la suite, si on met des événements, si on met par exemple des pigeonniers avec des dates ou des questionnaires avec les dates, ils vont apparaître dans le widget de calendrier. Et puis, si vous avez des étudiants qui ont de l'aide, ont besoin du temps de plus, de l'aide de plus, donc de l'aide à propos de la boussole, vous allez avoir là, des documents ici pour chacun de vos étudiants qui vous dit précisément là, c'est quelle sorte d'infos d'extra qu'il y a besoin. Donc, s'il y a besoin de plus de temps pour un examen, s'il y a besoin d'être accompagné par quelqu'un, ça, c'est vraiment là, tous nos étudiants qui ont des troubles d'apprentissage. Vous allez avoir un document avec c'est quoi ces troubles d'apprentissage et puis qu'est-ce qui est permis de plus pour lui comparé à vos autres étudiants. Mais si on retourne dans le haut, en premier, je vais vous montrer les nouvelles. Donc, les nouvelles, c'est c'est un endroit où vous pouvez mettre toute communication que vous voulez envoyer à vos étudiants. Par exemple, c'est notre semaine 1 qui commence la semaine prochaine. Donc, de mon côté, je vais aller dans les nouvelles, je vais faire un nouvel article de nouvelles et puis je vais simplement souhaiter la bienvenue à mes étudiants. Donc, je fais un en-tête, comme si on ferait un post dans un Teams. C'est la même chose qu'on fait ici dans Cité. Donc, on met un en-tête, un gros sujet, bienvenue, semaine 1, semaine 2, semaine 3, c'est votre choix. Et puis, simplement avec votre message, et puis par la suite, vous pouvez simplement le publier. Là, ça nous amène dans les interfaces de nouvelles. Donc, à ce point-là, si on veut aller dans supprimer ou faire autre chose avec notre message, on peut aller le faire. Mais pour aller voir exactement qu'est-ce qu'on a fait, on va aller cliquer sur Accueil et puis là, vous allez voir que les étudiants vont voir la nouvelle de bienvenue ou le message que vous allez lui donner. Une fonctionnalité de plus qui est très récente qui vient d'être ajoutée, on peut maintenant épingler notre message. Donc, par exemple, si on a un message important qui contient de l'information pour une procédure à suivre ou une application spécifique qu'il faut que les étudiants utilisent ou de l'information qui est très importante, bien, vous pouvez épingler. Et puis, même si vous ajoutez d'autres nouvelles, celle-là va toujours rester dans le haut. Donc, les prochaines nouvelles vont s'afficher dans le bas, là. Donc, la widget nouvelle va s'agrandir jusqu'à temps que vous enlevez des nouvelles ou que c'est la fin du cours, là. Un peu plus bas, on a le navigateur de contenu.
Donc, à ce point-là, les étudiants vont souvent passer par là pour aller trouver du contenu. Fait que, par exemple, ils vont aller dans Tableau Chrono, module 1, et puis aller suivre les différentes matières qui existent. Ça, c'est un moyen d'accéder au contenu. On a quand même plus qu'un moyen pour accéder au contenu. Donc là, on va aller directement dans le contenu. Donc, vous avez remarqué dans la barre en haut, notre barre de tâches, ou plutôt notre barre de navigation, c'est là qu'on a vraiment tous les liens vers les éléments différents qu'on a besoin d'utiliser comme professeur. Dans le contenu, ben, c'est là qu'on a notre interface pour soit aller rajouter, retirer, modifier n'importe quel élément à l'intérieur du contenu. Par exemple, je vais aller rajouter un document quelconque dans mon module 1. Plusieurs moyens qu'on peut le faire. On peut soit aller directement le rajouter, donc aller téléverser un fichier. Mais il y a un moyen encore plus simple qu'on peut faire ça. On peut aller ouvrir nos dossiers. Là, je vais juste aller prendre quelque chose d'inutile. Donc, notre Excel, notre liste de présence d'hier. Donc, je peux prendre un fichier Excel, une PDF, un fichier Word, n'importe quel type de fichier. Je peux simplement faire un click and drag. Puis là, vous avez remarqué que dans un système en arrière, il y a une petite ligne qui apparaît selon où ce que je me promène. Ou, si je descends un peu dans la page, s'il n'y a pas encore aucun élément, il y a une boîte qui est là. Et puis, si on fait un click and drag de notre document dans la boîte, maintenant, on peut voir que c'est devenu un background bleu. Donc, ça nous confirme qu'il est là. Et puis, je peux simplement relâcher la souris et puis le document y est déposé. Là, oh non, je l'ai déposé au mauvais endroit. Ça va dans le module 2. Ben là, c'est bien simple. On fait juste cliquer là, les 8 petits points à côté de l'élément. Si je fais un click and drag, je peux le promener où ce que je veux, soit directement dans le même module, ou je peux aller dans la partie gauche puis aller le mettre dans le bon module. Par exemple, je peux aller le mettre dans le module 2. Par la suite, je reviens dans mon module 2. Il n'est pas au bon endroit. Donc là, je vais aller le glisser dans la matière, par exemple. Comme là, vous voyez, mon module 2, il n'est pas au bon endroit. Fait que je vais prendre 2 secondes, puis je vais aller faire un click and drag au bon endroit. Comme ça, tout est bien ordonné, puis c'est assez simple à nos étudiants de suivre qu'est-ce qu'on leur donne comme matière. Autre chose qui est assez important, on veut souvent pas tout donner accès à tous les modules directement à la semaine 1. Hein. Souvent, on donne le cours de semaine 1, on donne accès à la théorie de semaine 1, semaine 2, on donne semaine 2, puis on garde l'accès aux autres barrés ou, dans le terme de cité, masqué. Donc, n'importe quel module, si je vais on va aller dans en le haut haut, de la j'ai un page, petit Teams. on va juste... assurez-vous de muter vos micros, s'il vous plaît. Ou je vais le faire pour ça. There we go. OK. Donc, si on retourne dans la cité, donc dans le haut de n'importe quel module, on a une belle œil qui est ici. Et puis, s'il n'y a pas de barre dans l'œil, ça veut dire que le module est visible. Et puis, si je clique dessus, ben, c'est juste un petit checkmark. Donc, si je le masque, là, ça va être masqué. Puis, comment je sais qu'il est masqué? C'est écrit directement dans mes modules que le module est masqué. Comme moi, par exemple, dans la façon que je fonctionne dans mon cours, je vais aller, moi, masquer tous mes modules, sauf celui que je veux donner accès à l'étudiant, qui va être notre module 1, vu qu'on commence la semaine 1 la semaine prochaine. À cette heure, si je veux aller retirer du contenu, ben, je vais aller cliquer ma petite flèche. Et puis, après ça, je vais juste aller un petit peu plus bas, un petit scroll down à faire. On va aller dans supprimer l'élément. Et puis là, on va avoir un pop-up. Est-ce qu'on veut juste supprimer le fichier qui est affiché ou je veux supprimer le fichier et aussi le fichier qui est gardé dans les backgrounds? Parce que chacun de vos cours, chacun document que vous rajoutez à l'intérieur, il va dans un endroit que c'est les fichiers du cours. Et puis, si je fais simplement supprimer le contenu, mais on conserve le fichier. Ça va juste l'enlever de votre contenu, mais ça va garder le fichier en background. Comme ça, si jamais vous l'avez besoin, mais vous pouvez aller le récupérer à nouveau. Mais si vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous ne voulez plus qu'il y ait ce fichier-là, pas tout dans votre code, mais on choisit le deuxième choix. Et puis, ça enlève toute association. Ça fait vraiment un delete complet de ce document-là que vous voulez enlever. Et puis, c'est simple, quand vous faites supprimer, il fait juste simplement disparaître de votre liste de contenu. Et puis là, ben, vous pouvez passer à votre prochaine préparation. Et puis ça, c'est comme ça pour chacun des modules. Si vous voulez rajouter un module à l'intérieur quelque part, ben, ça va être dans notre partie gauche.
Donc, dans le bas, on a notre bouton ici de créer un module. Donc, si je clique dessus, ça va juste me dire écrit quelque chose. Donc là, je vais juste écrire module et puis je fais entrer. Ça me crée un module. À cette heure, ce module-là n'est pas au bon endroit. Right? On va aller le mettre quelque part dans le tableau chrono, dans le UA1, UA2 ou UA3, dépendant de comment votre cours est structuré. Donc, on prend le même style que le contenu. Donc, je vais aller prendre mon module et puis je peux aller le promener où ce que je veux. Donc là, je peux aller le déposer dans mon tableau chrono. Là, dans mon tableau chrono, il tombe en ordre alphabétique. Donc, mon module, pas de chiffre, va tomber en premier. Puis là, par exemple, je vais aller le mettre dans mon module 3. Bien, je vais aller le mettre à l'intérieur de mon module 3. Et puis là, dans mon module 3, c'est un travaux que je vais aller créer. Dans les travaux. Donc, c'est du click and drag. C'est la façon la plus simple d'aller mettre du contenu ou bouger le contenu. C'est du click and drag dans votre partie gauche et puis par la suite d'aller bien le placer là, à l'intérieur d'un module. Fait que, par exemple, que je vois dans mon module 3, mais je vais aller mettre ma PDF dans la matière, mon laboratoire dans mon module directement. Fait que là, on peut voir qu'il est caché ici. Donc, je vais aller le mettre à l'intérieur de lecture, travaux, évaluation. À cette heure, je rentre dans lecture, travaux, évaluation. Et puis, je peux aller prendre mon lab puis aller le mettre à l'intérieur du module. Donc, ceci m'amène à ma première pause de questions. Avez-vous des questions à propos de l'accueil et du contenu? Je vois pas. J'ai une main levée. Vas-y, Stéphane. J'aimerais savoir est-ce que dans une unité d'apprentissage, on peut masquer un seul élément et faire découvrir les autres? Oui, donc dans le contenu à l'intérieur, donc je vais aller dans mon module 2, vu qu'il y a deux choses à l'intérieur, je vais rendre mon module visible, mais par exemple, je veux juste cacher un élément. Donc, c'est aussi simple d'aller cliquer la petite flèche à côté de l'élément qu'on veut cacher. Et puis, notre troisième option, c'est masquer pour les utilisateurs. Donc, en cliquant là-dessus, vous allez remarquer que l'œil avec la barre va s'afficher dans la partie droite. Donc, mon module au complet est visible, mais l'élément à l'intérieur est bel et bien caché. Merci. Super. Stéphane. Oui. Le cours que je vais enseigner a déjà été monté, donc j'ai juste quelques petits ajustements à faire, mais j'ai l'impression que ça a été copié là, d'une session à l'autre. Fait que là, les informations du prof antécédent sont là. Fait qu'il va falloir que je change mes affaires. Mais y a-t-il d'autres choses comme ça qu'il faut que j'aille voir? Au niveau du contenu, c'est toujours bien de vérifier votre contenu. Donc, de confirmer que c'est bien la bonne chose que vous enseignez, parce que tout vient d'un cours maître, d'un cours dev en arrière qui a été préparé sur plusieurs années, puis qui a été renforcé soit par différents concepteurs pédagogiques. Donc, oui, ça se peut qu'il y a du stuff qui est désuet, puis il faut vérifier. Mais à part de vérifier ton contenu, il n'y a pas un autre endroit qu'il faut aller faire un double check. Parce que le restant, c'est du stuff qui vient de votre cours. I guess qu'il y a un autre endroit, mais ça, on va y arriver. OK, c'est beau. Je te laisse aller. Ouais. So, mais qu'on aille au pigeonnier et au contenu, c'est la même chose que le contenu, c'est du stuff qui vient d'un cours maître. Donc, ça, il faut faire notre double check. Éric. Oui, je voulais savoir ça ne modifie pas notre tableau chronologique, right? Non. Parce que moi, il n'est pas le module, le contenu et le tableau chronologique n'est pas le même. OK. Non, le tableau chrono vient de Scorpa, le système de gestion en arrière. Et puis, qu'est-ce qui est à l'intérieur de Cité vient d'un cours maître de Cité, fait qu'à l'intérieur du même endroit. C'est la même chose pour votre plan de cours aussi. Votre plan de cours vient du système de gestion aussi. Merci. Parfait. Nassim? Oui, j'aurais une question peut-être un petit peu avancée, mais je vais la poser quand même si tu veux, tu peux me... Donc, en fait, moi, mes cours ne sont pas en fichier PDF, ils sont en fichier Scrum. Et en fait, quand j'ai essayé de téléverser, ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'il y a un logiciel spécifique d'édition de cours que je dois prendre en considération ou... Pas un logiciel, mais un endroit dans un Cité. Donc ça, on va en parler demain, mais je peux te le montrer vite fait. Dans Modificateur de cours, on a un outil qui s'appelle Importer, exporter ou copier des composants. Ouais. Et puis, à l'intérieur de ça, on peut aller choisir de importer une composante
pardon, d'un pro-logiciel de cours. Donc, un SCORM, c'est un pro-logiciel. Ouais, ok. Tu devrais être capable de l'extraire et de l'importer dans ton cours. Ok. Moi, je pensais qu'il y avait un logiciel bien défini que vous utilisiez ou que vous aviez la licence. Donc, Non, on utilise directement l'outil de Cité pour ça. ok, ok, merci. Super. Sophia. Et monter. Sophia, je vois que tu as la main levée. Est-ce que tu as une question pour moi? Ah, excusez, j'étais en train de parler, mon micro était fermé. Pas trop. J'ai créé une petite capsule vidéo de bienvenue hier. Je l'ai ajouté. Aujourd'hui, je ne le vois plus, je ne sais pas où c'était ajouté. Mais maintenant, j'ai eu l'idée de le mettre dans l'accueil, Oui, dans les fils dans le nouvel. des nouvelles. Là, je vais tester. Ça va marcher avec les vidéos, c'est ça? Oui, Ça oui, tu peux devrait, mettre ça devrait n'importe marcher. quel lien à l'intérieur. Tu peux même mettre Oui. un vidéo de YouTube embeddé directement dans l'accueil. Comme ça, ben, les étudiants vont juste faire play puis ça joue de l'accueil de Cité. Est-ce que vous voulez que je partage? Je suis en train de le faire. On a le temps, 3 secondes, je partage mon écran ou bien On a 3 minutes. je peux Donc partager? oui, oui, vous pouvez Excellent. partager, puis on peut le montrer à tout Merci le monde beaucoup. en même temps, là, un exemple d'une bonne nouvelle avec une OK. vidéo à l'intérieur. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore, je vais juste arrêter mon partage et puis le tien devrait embarquer. Je confirme, je vois bien ton partage. Donc, je vais mettre, c'est pas un lien, j'ai chargé, je vais peut-être le refaire. Donc, bienvenue. Je pense que c'est ce bouton. C'est ça. Mon ordinateur, Mhm, sélection, chiffre électronique. OK, la vidéo, mhm. téléversée. OK. Créer un fichier Tu peux l'écraser si tu l'avais déjà uploadé. écrasé, enregistré. Et là, je Parfait. fais. Là, Je ne sais pas si tout le monde voit le partage, moi je ne vois rien. Tu vois rien de ton côté. Moi, je vois bien son partage. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ne voient pas bien son partage? Vous pouvez donner des thumbs up là, dans les réactions si vous Non, moi, voyez bien sûrement son ça partage. clignote. OK, Et on va bon, faire maintenant. F5 sur C'est correct maintenant. Parfait. Super. F5 Merci. peut-être. Non, t'es correct, Sophia. Tu peux continuer. Donc oui, tu fais OK. une nouvelle, tu prépares ta nouvelle. Une Tu es au bon nouvelle. endroit. Il faut que tu mettes un texte. Le texte, dans le fond, va devenir le OK. lien vers ton vidéo. OK, je comprends. Donc, c'est pour ça que ça s'affiche pas. Mhm. Donc, si vous faites votre OK. message de bienvenue, on dit toujours, on essaie de faire coucou à nos étudiants avant le premier cours. Après, je vais changer ça. Oui, tu peux mettre ton placeholder et puis on va choisir notre C'est fichier. bon. Ça, c'est la vidéo. Je Mhm. vais téléverser, écraser, enregistrer. Et puis là, quand on met n'importe quelle vidéo, il faut qu'on mette un texte. Donc, si tu montes un peu dans ta page, il faut aller mettre juste un petit texte. Donc là, tu peux Texte mettre du juste le titre lien. de ton vidéo. OK. C'est vidéo de bienvenue ou juste bienvenue. Tu peux vraiment mettre n'importe quoi. OK. Et Insérer. puis, insérer. Insérer. Voilà. Publier. Après ça, tu peux le publier. Et puis là, OK. retourne dans ton accueil. Donc, on va aller voir Je la vue retourne des dans mon étudiants. accueil. Retourne dans ton accueil. OK. Et puis, à l'intérieur, on a la vidéo qui est là. Et puis, ils peuvent simplement peser sur Play. Et puis, votre vidéo va commencer. Donc, Excellent. c'est Excellent. comme ça qu'on rajoute là, une vidéo à l'intérieur d'une nouvelle. Parfait. Merci, Sophia. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter mon partage. Très gentil. Super. Donc, on continue. Donc, on a vu l'accueil et le contenu. Maintenant, on va aller dans notre prochaine outil dans la barre de navigation. Et juste pour confirmer, vous voyez bien mon partage? Super. Oui. All right. Donc, au niveau de ma classe, on a plusieurs endroits à l'intérieur qui est très utile. En premier, on a notre liste de participants, donc notre liste d'étudiants. À l'intérieur de là, on peut voir tous nos étudiants, incluant un étudiant fictif. Ça, je vais y revenir à l'étudiant fictif parce que c'est votre meilleur outil pour tester, c'est l'étudiant fictif. Donc, en premier, là, on peut voir l'information de nos étudiants, incluant leur courriel.
La meilleure utilité de la liste des participants, c'est si vous voulez envoyer un courriel à tous d'un coup. Vous pouvez simplement cliquer là, sur le carré en haut ici, aller décocher l'étudiant fictif. Vous pouvez vous décocher vous aussi, mais vous pouvez aussi le garder pour vous assurer que le courriel y est bien envoyé. Et puis, simplement cliquer sur l'icône de courriel. Et puis, de cette façon-là, ça va envoyer un courriel à tous vos étudiants. Et puis, souvent, quand on crée une nouvelle, on peut le copier-coller dans le Teams du cours aussi. On peut aussi le copier-coller par courriel et on l'envoie aux 3 endroits. Comme ça, on s'assure que nos étudiants voient bien un message ou s'il y a de l'information que vous voulez envoyer ou des courriels que vous voulez envoyer à tous vos étudiants. C'est le moyen le plus facile de faire, c'est directement en choisissant tous les étudiants de votre liste de participants et en cliquant sur courriel instantané. Vous pouvez aussi cliquer sur n'importe quel nom d'étudiant. Fait que là, par exemple, là, je vais aller prendre Joseph, parce que je vais envoyer un courriel à Joseph. Fait que si je fais juste cliquer sur son nom, ça m'ouvre l'interface pour aller cliquer, envoyer un courriel à cet étudiant-là en particulier. On peut aussi le choisir et envoyer un courriel, mais c'est souvent plus rapide de simplement aller cliquer sur leur nom. Ça nous ouvre l'interface de courriel et on peut envoyer un courriel rapidement à nos étudiants. Autre chose, là, ça va être votre meilleur ami. Quand on rajoute du contenu, on cache, on rend disponible, on fait beaucoup de modifications, puis on n'est pas certain si les étudiants ils voient bien ou non le contenu qu'on rend disponible. On a 2 options. En premier, si vous cliquez sur votre profil en haut à droite, on a le bouton de « Afficher en tant qu'étudiant ». Donc, si je change ma vue en tant qu'étudiant, puis là, je peux aller dans mon contenu. Techniquement, il va y avoir des modules qui sont cachés à cause qu'ils sont cachés comme professeur et puis comme étudiant, on ne le voit pas. La chose à garder en tête, c'est que comme étudiant, cette vue-là qu'on voit quand on passe par notre profil est purement pour voir le contenu, s'il est bien masqué ou non. Si on veut tester un questionnaire ou tester la remise des pigeonniers et tout ça, là, il faut passer par notre étudiant fictif. Donc, on retourne sous ma classe dans la liste de participants et puis on va aller trouver notre étudiant fictif. Et puis, en choisissant les options d'étudiant fictif, on a le choix d'emprunter l'identité d'eux. Donc là, on devient vraiment un étudiant dans notre cours et puis on peut vraiment aller tester tout. On peut aller tester nos questionnaires, nos examens, nos pigeonniers. On peut vraiment tout tester parce que là, on devient un rôle d'étudiant. Tandis que si on fait juste l'affichage étudiant, notre rôle est quand même de professeur en background. Donc, les accès, ils sont là de professeur. Donc, on ne peut pas vraiment tester les questionnaires puis tester les accès à des endroits. On peut juste voir si c'est disponible ou non. Donc, c'est très important d'utiliser l'étudiant fictif quand on veut vraiment tester nos différents questionnaires ou différents pigeonniers qu'on va créer. Par la suite, sous ma classe, on a notre deuxième option, deuxième choix qui est présence. Donc, c'est un endroit que vous pouvez aller prendre les présences. Donc, si jamais vous avez 2 heures de lab, 2 heures de théorie, prenez les 28 sessions. Si c'est juste un cours par semaine, prenez une des présences 14 semaines. Vous allez remarquer que vos cours, ils vont tous avoir plus qu'une séance, plus qu'un tableau de présence. C'est juste avec les importations d'année en année, mais ça fait des doublons, puis éventuellement, on en sort bien, comme moi, avec 5-6 différents présences. Et puis, à l'intérieur, c'est super simple. Quand on rentre à l'intérieur, on a toute notre liste d'étudiants complète qui est là. Et puis, si par exemple, je veux prendre les présences pour la semaine 1, je vais cliquer la petite icône à côté de semaine 1. Et puis là, je peux aller là, mettre « Es-tu absent? Es-tu présent? » à partir de la première période, à partir de la deuxième période, à partir de la troisième période. Ça, c'est votre choix comme professeur là, d'établir si il est juste présent, s'il est là en classe ou si le retard et tout ça est inclus. C'est votre choix d'établir qu'est-ce que les P veulent dire. Donc, par exemple, moi, de mon côté, assez absent. Si je mets P1 quand il est là à partir du premier cours, s'il a manqué la première heure de cours, je mets P2 s'il arrive aux premières pauses. Et puis, s'il arrive à la deuxième pause, s'il a manqué les 2 premières heures de cours, mais là, juste pour la dernière heure de cours, je mets un P3. Mais ça, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est le fun? C'est hier, je vous ai montré comment sortir la liste
de participants, la liste de présence de Teams. Donc, si vous avez des cours en ligne, vous pouvez faire ça à la fin de votre cours. Donc, vous sortez la liste de présence. Hein, si je vous rappelle un peu, là, c'est sous... Ça va ressembler à quelque chose comme ceci, où ce que vous allez avoir le nom d'étudiant qui a rejoint, il a quitté, il a rejoint, il a quitté. Et puis, dans vos cours, vous allez voir le modérateur. Je sais, je ne vois pas ton écran. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres, là. C'est-tu la même chose pour tout le monde? Non. Non, juste Lionel. Moi, je voyais l'écran. Lionel, fais juste Je cliquer et voyais rejoindre la rencontre. l'écran, mais j'aurais demandé à juste revoir la dernière étape. Ça a été vraiment vite. Merci. Oui, pas trop. Et puis, tant qu'à y être, y a-t-il d'autres... Oh, mauvais chat. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Moi, j'ai une petite interface de plus. Les listes pour l'arbitre, pour créer des listes de description, ça va être dans Outlook. Et puis ça, il faut que tu les fasses manuellement, malheureusement. Donc oui, tu peux t'en créer une, mais il faut falloir que tu manuellement crées un groupe dans Outlook, puis tu peux envoyer après ça tes courriels à ton groupe dans Outlook. C'est un peu plus dur de le faire dans un cité. C'est beaucoup plus simple de juste choisir tout le monde dans une liste de participants et puis leur envoyer le courriel. Donc, si je reviens à Présence, donc sous ma classe dans Présence, vous allez voir là que vous avez soit 14 semaines ou 28 semaines. Donc, 28, c'est surtout si vous avez, par exemple, un cours de théorie le lundi, votre groupe 10, et puis le groupe 12, le groupe de lab le jeudi. Comme ça, on peut garder tout dans le même cours, dans votre cours de section 10, et vous pouvez prendre des présences pour vos deux cours dans un cours. En temps normal, si vous avez juste un cours par semaine, bien, on prend une présence de 14 séances. Et puis, pour aller prendre les présences, vous pouvez juste cliquer sur celui qu'on veut prendre. Là, prenez le premier dans votre liste. C'est toujours le choix le plus simple. Et puis, à l'intérieur, pour prendre les présences, bien, on choisit vraiment juste le petit bouton à côté de la semaine. Donc, vous pouvez techniquement faire tout le monde d'un coup et puis juste aller mettre les absents. Fait que là, si je fais ça pour ma semaine 1, je vais dire à tout le monde, on va aller déterminer l'état que tout le monde est présent. Et puis là, ben, à la fin de mon cours, quand que je vais sortir ma liste de participants de Teams, si c'est un cours en ligne, si c'est en présentiel, ben, on prend les présences. Et puis, je vais simplement aller changer pour mes absents qui ne seraient pas là au cours et puis simplement le sauver. Donc, comment que j'interpelle, moi, les P1, P2, P3? Ça dépend de vos périodes de cours. Donc, moi, j'enseigne des cours de 3 heures. Donc, s'ils sont présents à partir du début, ils sont P1, présents à partir de la première période. S'ils sont présents à partir de la deuxième période, à partir de la deuxième heure, P2. Et même chose, P3 pour la troisième heure. Vas-y, Stéphane. Ça serait-tu plus efficace de faire les présences par après en utilisant la liste qui est générée? Comme ça, si vous enseignez des cours en ligne, le meilleur moyen de faire vos présences, c'est d'utiliser les présences de Teams. Donc ça, je peux vous faire un petit reminder. Donc dans Teams, dans participants, en haut à droite, vous pouvez aller télécharger la liste de participants. C'est ça qui va vous donner le log de qui s'est connecté, déconnecté et à quelle heure. Donc, de là, vous pouvez faire vos présences après le cours, le lendemain. Vous n'avez pas besoin de le faire là, au début du cours. Si vous êtes en présentiel, mais c'est toujours bon de faire vos présences là, en début du cours. On peut retourner là, avant le temps de la pandémie, donc comme on faisait auparavant. Et juste revenir sur le courriel. Fait que oui. On envoie les courriels, mais ça va tout dans le courriel Outlook des étudiants. Puis s'ils me répondent, ils vont répondre dans mon Outlook. Là. Il n'y a pas un système de messagerie, sauf pour envoyer. Sauf pour envoyer, exactement. OK, merci. Donc, c'est une bonne précision, ça, de Stéphane. Là. Quand vous envoyez la liste des participants, s'ils vous répondent, ça va revenir dans votre Outlook. Donc, je prends une dernière question, Jean-François, puis après ça, je continue un peu, puis on va refaire une autre période de questions dans pas trop long. Donc, vas-y, Jean-François. Oui, c'est juste pour la question des courriels, justement. Quand on fait un courriel en bloc, là, ça s'envoie dans le champ de, pas envoyé, dans le fond, là, mais dans le CCI. Oui. C'est voulu. Moi, j'ai déjà enseigné, d'habitude, je me l'envoie à moi-même, mais
C'est-tu le meilleur procédé ou. C'est parce que de cette façon-là, les autres étudiants ne savent pas à qui d'autre le courriel est envoyé. Donc, le CCI est caché, c'est juste à ce niveau-là de sécurité, c'est une bonne chose à faire par défaut, ça. Que quand tu envoies un courriel de masse, tu l'envoies toujours la masse en CCI. Comme ça, ceux qui font partie de la masse ne savent pas qui d'autre fait partie de la masse. Ouais, si non, je peux dire ça comme ça. C'est voulu, c'est juste ça que je veux savoir. C'est voulu. Ouais, c'est voulu. OK, c'est bon. Super. Merci. Donc, je continue un peu, puis après ça, on va s'arrêter pour d'autres questions dans pas trop long. Je passe vite fait sur discussion. On va en voir plus en détail demain. Donc, discussion, c'est les forums de discussion. Donc, c'est l'endroit où, dans vos cours, si on utilise les forums de discussion, c'est là. Donc, on peut soit faire un nouveau forum, donc partir une nouvelle discussion, ou on peut faire un nouveau sujet. Donc, un sujet, c'est un sujet à l'intérieur d'un forum. Fait que là, par exemple, j'ai créé, moi, un forum, le testing, et puis à l'intérieur de mon forum, le testing, j'ai mon sujet test 1. Et puis, si je veux aller participer au test 1, bien, je vais simplement aller cliquer à l'intérieur, et puis je vais aller cliquer sur contribuer au fil de discussion. Que ce soit vous ou les étudiants, c'est vraiment de cette façon-là là, qu'on va utiliser les discussions. Mais ça, je rentre plus en détail demain dans un cité avancé. La création de discussion, c'est vraiment simple. On fait nouveau, on choisit qu'est-ce qu'on veut faire, et puis on met simplement notre titre du forum de discussion et puis les détails, si jamais c'est des exercices que vous donnez à vos étudiants. J'entends un feedback, un micro ouvert, donc s'il vous plaît, assurez-vous que vos micros sont fermés. Merci. Super. Donc, suivant ça, notre dernier choix dans ma classe, c'est les équipes. Et puis ça, je n'y toucherai pas pantoute aujourd'hui. On va voir ça demain au complet. Donc, assurez-vous de venir à cité avancée. Et puis ça clôt ma classe. Par la suite, on a mon progrès. Donc, mon progrès, c'est là qu'on peut aller voir le progrès de tous les étudiants. Comme là, par exemple, si je vais emprunter mon étudiant fictif, on va juste y aller vite fait. Donc, je vais dans ma liste de participants, et puis je vais emprunter l'identité de l'étudiant fictif, puis je vais aller voir du contenu. Donc, je vais aller cliquer sur contenu, je vais aller cliquer sur le module 1, je vais ouvrir le document, je vais simplement retourner dans la matière, ou je vais rester un petit peu plus longtemps juste pour que ça soit bien achevé. Je fais Next ici. Et voilà. Et puis, n'importe quel sujet que vos étudiants ils vont aller voir, ça va comme les compléter. Donc, si je viens ici, à place d'être 0 sur 1, vous allez voir que ça va être 1 sur 1. Et puis, quand on va dans mon progrès, c'est là qu'on peut aller voir, excusez-moi, ça c'est la vue étudiante. On va juste aller sortir de la vue étudiante. Donc, dans mon progrès, c'est vraiment là qu'on peut aller voir qui est quoi, qui est où, qui est comment. Ça aussi, je redis ça mieux. Donc, on peut aller voir s'il y a du sujet qui a été voir. Donc, par exemple, si je clique sur mon étudiant fictif, je suis à 0 sur 11 en ce moment, mais je peux aller voir s'il a été visité mon contenu, puis je peux vraiment aller voir qu'est-ce qui a été visité. Donc, ça a été dans le module 1. Qu'est-ce qui a été voir dans le module 1? Est-ce qu'il a passé du temps? On voit vraiment le temps au complet, combien de fois qu'il est allé voir un document. Donc, on peut aller voir tous les détails de nos étudiants. Qu'est-ce qui est le fun à travers de mon progrès? C'est qu'on peut voir aussi si nos étudiants sont actifs. Donc, on peut voir quand ils sont connectés dans la cité. Ce n'est pas nécessairement notre cours à nous, mais au moins, on peut voir l'activité d'un étudiant à travers de la cité. Et puis, je vous conseille toujours de changer votre vue par page à une vue que vous pouvez en voir plus, à moins que vous aimez ça, vous promenez de page en page. Mais juste Quality of Life, il y a beaucoup ce choix-là de mettre plus de choix par page, que ce soit vos participants, vos questionnaires, quasiment tout dans la cité. S'il y a des pages, il y a un moyen de rajouter le nombre d'affichages par page. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, vraiment, mon progrès, c'est vraiment pour voir comment que les étudiants ils vont dans votre cours. S'ils ont déjà des notes, vous pouvez voir leurs notes aussi. Et puis, vous pouvez voir s'ils ont été voir du contenu à l'intérieur. Donc, ça, c'est mon progrès. Je n'entre pas plus en détail que ça, parce qu'on n'a pas vraiment un besoin à ce niveau-là. Et puis là, on rentre dans une partie qui est assez importante. Donc, je fais un petit break de questions. On a un petit 5 minutes de questions, puis après ça, je vais faire le restant parce que les évaluations, ça va prendre vraiment le restant de notre atelier. Donc, vas-y, Sophia.
vois que tu es sur mute, Sophia, si tu essaies de parler. OK, excusez encore. Donc, pour chaque étudiant, c'est juste de cliquer sur l'ouverture de la session pour voir les détails, ou bien il faut prendre le rôle de chaque étudiant et aller dans son dossier? Non, juste à côté. C'est OK. ça. Vous pouvez juste cliquer sur son nom. Fait que là, si on prend Afi, l'étudiant Afi que j'ai ici, qui est un nouveau étudiant, ben, j'ai le sommaire au complet de son utilisation, Parfait. l'accès à mon cours, l'accès à Cité au complet. Fait que là, tu peux aller voir quand il s'est connecté, de où il s'est connecté. Tu as vraiment tous les détails, là, Parfait, de tout. parfait. Donc, le compte effectif, c'est seulement pour nous, pour s'assurer que l'affichage et tout, on prend le Exactement, rôle là. d'un étudiant pour voir qu'est-ce qu'il voit, eux. C'est parfait. Exactement. C'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup, mon On cher. va aller voir le chat. OK. Marilyn, une façon d'indiquer si l'étudiant a quitté tôt. J'imagine ça va être de toi d'établir ton P1, P2, P3 et comment que tu le prends en présence. Si il était là pour les 3 périodes, ben là, tu mets ton P3. S'il était là pour 2 heures sur 3, ben, tu peux mettre ton un P2 à la place. C'est ton choix, ça, de comment l'interpréter. OK. Mais je me demandais s'il y avait des notes ou quelque chose qu'on pouvait rajouter, mais... Non, c'est barré, c'est A, P1, P2, P3. C'est comme ça que ça a été configuré. Merci. Super. Les tableaux de présence devraient effectivement déjà être là dans vos cours. S'ils ne sont pas là, mais ça, vous pouvez soit demander de l'aide avec l'équipe d'appui, pour faire une demande à Alfred pour de l'aide. Et puis, on va importer à l'intérieur de votre cours là, les présences. Donc, sous ma classe présence, vous devriez déjà voir soit au moins un présence 14 semaines, puis au moins un présence 28 semaines ou 28 séances. Et on n'a pas d'autres chats, pas d'autres questions. Donc là, on tombe dans le jus d'atelier, dans les évaluations. Donc, je fais vraiment juste un overview aujourd'hui. On va être la profondeur de demain. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est justement pigeonnier, questionnaire, beaucoup plus en profondeur. Donc, quand on fait des évaluations au collège, on a plusieurs choix qu'on peut prendre. En premier, si il faut qu'un étudiant travaille dans un document, ou plutôt remette un document, on va toujours utiliser un pigeonnier. Parce que les pigeonniers, comme vous pouvez voir par défaut, moi j'ai déjà mes laboratoires qui sont là à l'intérieur parce qu'il faut que l'étudiant il me remette un laboratoire. Et puis comment on crée des pigeonniers? Ben, c'est très, très, très simple. On va cliquer sur une nouvelle case et puis par la suite, on va lui donner un titre. Si on le note, on va cliquer ici sur « Noter » et puis on peut directement aller le lier dans le carnet de notes. Ou si on ne note pas, ben, on fait juste le garder non noté si c'est un examen ou un test qui n'est pas noté. On peut mettre une date d'échéance. Donc, la date d'échéance va juste envoyer un rappel à l'étudiant quand ça arrive proche de la date que c'est dû. Et puis, on peut mettre nos instructions à l'intérieur, donc les différentes consignes. S'il faut aller rajouter un document, donc je peux aller verser des fichiers. Donc, si je mets un template à l'étudiant pour qu'il remplisse, ben c'est là qu'on va aller mettre à l'intérieur nos différentes pièces jointes. Puis là, la pièce jointe peut venir soit d'un fichier, soit directement de Google Drive, directement de OneDrive. Vous pouvez aller le chercher là, de quasiment n'importe où, ce fichier-là que vous voulez rendre disponible aux étudiants. Mais ça, c'est notre partie gauche, c'est la partie de base où on fait juste commencer à créer un pigeonnier. Qu'est-ce qui est important? Ça va être notre partie droite ici, où on a l'accès à ces pigeonniers-là. Donc, si je clique ici sur date et conditions, bien, ma date de début et date de fin, c'est là que ça va être disponible. Donc, par exemple, là, si je rends un pigeonnier disponible de demain à lundi, ben, cette case de pigeonnier-là va juste être disponible de demain à lundi. Aussitôt que ça passe la date de fin et l'heure de fin, le document ou la case de pigeonnier n'est plus disponible. Donc, même si vous mettez une date d'échéance qui est passée, donc si on met ça par exemple le 5, ben, après le 4, la date de fin va vraiment mettre fin à l'accès au pigeonnier. Donc, c'est bien de vous assurer que l'accès est bien fait, de mettre une bonne date de début et date de fin. Ou si le document est toujours accessible et puis il y a juste une limite de quand le remettre, ben, on peut mettre aucune date de début puis mettre simplement une date de fin. Comme ça, là, c'est visible pour ça.
Par la suite, on peut rajouter des conditions des accès spéciales, mais ça, je ne rentrerai pas en détail, c'est demain. Par la suite, au niveau des soumissions, c'est là qu'on va choisir si c'est un travail individuel ou un travail de groupe. Donc, demain, quand je vais vous montrer comment créer des groupes, je vais vous montrer comment l'assigner à un pigeonnier. Comme ça, on peut faire des travails d'équipe avec des équipes que vous créez vous-même ou des équipes qui sont créées aléatoirement. Donc, ça, on a le choix. Et puis, par défaut, qu'est-ce qui est important, c'est de garder en tête de ne mettre aucune restriction au niveau des fichiers, parce que ça peut causer du trouble quand on met juste images et vidéos ou si on met des autres choix différents. Donc, si on ne met aucune restriction, on s'assure que qu'est-ce que l'étudiant va nous envoyer, il y a des bonnes chances que le CIT va le prendre. Et puis, au niveau des soumissions, ben là, si on veut permettre plus qu'une soumission, on garde l'accès par défaut qui est à garder toutes les soumissions. Donc, vous allez recevoir dans votre pigeonnier l'heure et la date de la remise d'un travaux. Puis, si le même étudiant vous remet une deuxième version du même travaux, vous allez voir l'heure et la date de la remise, puis il va être en ordre de date. Donc, le plus vieux, la remise la plus vieux va être dans le bas de votre liste. Et puis, la remise la plus récente va être dans le haut de votre liste. Ça, je vais vous le montrer là, dans un de mes anciens cours, un peu à quoi ça a l'air. Et puis, si vous voulez recevoir un courriel, une fois qu'un étudiant vous remet un exercice, ben, vous pouvez simplement mettre votre courriel. Et puis, quand un étudiant fait une soumission, à ce point-là, vous allez recevoir un courriel. « Hey, tel étudiant a fait la soumission pour tel pigeonnier. » Comme ça, ben, vous avez là, une notification de plus. Par la suite, sous évaluation et rétroaction, c'est là qu'on va aller assigner une grille d'évaluation. Donc, si vous avez déjà vos grilles qui existent, vous pouvez aller l'ajouter directement ou vous pouvez aller créer une grille d'évaluation pour cette activité-là en particulier. Encore une fois, grille d'évaluation, ça tombe ça dans notre chère activité de l'atelier de demain de ECT avancé. Donc, je n'entrerai pas en détail dans les grilles d'évaluation. Mais ça, c'est l'overview général du pigeonnier. Donc, si on veut juste créer un endroit disponible pour que les étudiants aillent déposer un document, on fait juste simplement créer un pigeonnier et puis on peut vraiment là, garder notre interface ici vide avec aucune modification. Par défaut, ils sont capables de tout soumettre n'importe quel style de document. Et puis, si vous mettez aucune date de condition, ben, la case de pigeonnier va toujours être disponible aussi. Le moyen de le contrôler, c'est vraiment avec les dates de début puis de fin. Et puis demain, je vais vous montrer comment on va rajouter là, des grilles d'évaluation puis des différentes équipes. Donc, si je vais aller à un moment donné, parce que je ne veux pas garder ça de mon côté, si je vais dans mon cours de la session passée, il est là. Donc, quand on a des pigeonniers, vous allez remarquer que vous allez voir que s'il y a des nouvelles soumissions, ça va vous donner des notifications à ce niveau-là. Et puis, je pourrais techniquement aller cliquer sur la soumission. Et puis, si c'est un document qui m'est envoyé, je peux cliquer dessus et puis ça va me l'ouvrir directement dans l'interface de cité de correction. Donc, vous pouvez voir là, la conversion du document est en cours. Puis éventuellement, quand il va terminer, bien, je vais pouvoir corriger directement d'ici. Et puis là, ben, ça, c'est un travaux qui n'avait aucune note. Donc, il n'y a pas un endroit pour aller mettre une note. Il y a juste un endroit pour aller mettre des commentaires. Puis une fois qu'on a mis nos commentaires, on le publie. Et puis l'étudiant va recevoir une notification qui va dire « Hey, tel travaux, tu as reçu des commentaires. » Si c'est quelque chose qui est corrigé, donc on va juste faire effacer. Donc, si je vais prendre, je dois en avoir un, non, j'ai toutes les évaluations, j'ai pas ce cours-là, on va juste aller dans celle-là ici. Donc, quand on veut aller corriger, par exemple, un pigeonnier qui est tout complété, tout poli, donc je vais simplement aller cliquer, moi, dessus, ma case, donc l'élaboration. Puis là, je peux aller voir quel étudiant qui m'a remis quel document, à quelle heure, quelle date. Donc là, si j'aurais d'autres documents, je ne sais pas si j'en ai dans cette gang-là qui m'a envoyé plus qu'un document. Malheureusement, non. Mais si j'aurais d'autres soumissions par étudiant, bien, ça serait dans la même case ici, mais il y aurait juste une ligne de plus qui serait le nom du document et puis l'heure et la date qui est envoyée.
Vous, comme professeur, vous pouvez le supprimer. Donc, faites attention de ne pas cliquer, de supprimer la soumission de quelqu'un d'autre. Ça serait un peu malheureux pour vos étudiants. Mais c'est dans cette interface-là, là, puis on fait juste simplement cliquer sur le document. Ça nous emporte dans l'interface de correction. Et puis, à l'intérieur, vous pouvez faire un premier, corriger. Si vous avez des grilles d'évaluation, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous avez des différents critères que vous pouvez cocher. Et puis, donner des commentaires s'il y en a un besoin. Une fois que vous terminez, vous cliquez sur « Mettre à jour » et puis on passe au prochain étudiant. Et puis là, on arrive au prochain étudiant. Et puis, même chose. Alors, ça, c'est le roulement général du pigeonnier. Je n'arrêterai pas encore pour les questions. On va juste passer à questionnaire. Donc, questionnaire, excusez-moi, c'est à peu près la même chose que pigeonnier, à part la configuration est un peu différente. Donc, dans vos cours, ça se peut que vous ayez des questionnaires qui sont déjà là aussi. Mais si on va aller créer un quiz ou un questionnaire de connaissances, quelque chose pour aller tester vos étudiants sans nécessairement que ce soit noté pour un de vos UA, ou vous voulez refaire votre UA 1 ou 2 ou 3 au complet, on vous demande de le faire. Mais là, pour créer un questionnaire, c'est à peu près la même chose que Pigeonnier au niveau de l'interface, puisqu'on va avoir le titre dans le haut, donc quel UA, quel examen, c'est quoi l'évaluation que vous créez. S'il y a du pointage, vous cliquez ici sur l'ajouter au carnet de notes ou le lier à un élément existant. Souvent, on veut déjà aller le lier à quelque chose qui existe. Ou si ça vaut 0, puis c'est simplement formatif, mais là, on garde ça à 0. On met nos consignes dans la description. Et puis là, par la suite, dans le bas ici, c'est là qu'on a notre endroit pour aller créer nos différentes questions. Donc, si je vois ici, là, je peux aller créer soit une section ou une réserve de questions. Ça, je vous montre ça demain. Si on veut juste aller créer des questions, par exemple, choix multiple, vrai ou faux, réponse à 3 trous, sélection multiple, correspondance, ordonnance. Il y a vraiment plusieurs choix différents de questions. Puis là, par exemple, on va aller créer une réponse à développement. Ça me fait un pop-up qui me dit, OK, c'est quoi la question? Fait que là, tu mets ta question. Et puis, pour les questions de développement particulier, bien, on a les choix d'activer un éditeur HTML. Donc, si vous voulez que vos étudiants soient capables de formater leurs réponses, faire des paragraphes, mettre des mots en gras, des affaires de même, il faut activer l'éditeur HTML. S'il faut que les étudiants vous envoient une photo ou vous mettent une pièce jointe dans une des réponses, bien là, il faut que vous cliquez de permettre aux apprenants d'inclure des images. Et puis après ça, on met le nombre de points que la question en vaut. C'est peut-être une question à 5 points comme c'est une question à 3 points. Ça, c'est votre choix. Et puis, une fois que la question est faite, elle se rajoute dans le bas ici. Et puis là, on peut aller en créer un autre et un autre et un autre. Vous allez remarquer que toutes les questions ils vont être listées dans la page principale là, du questionnaire. Donc, ici, on va aller voir encore plus en détail demain pour ça. C'est la même chose au niveau des dates et conditions que le pigeonnier. Donc, date de début, date de fin, date d'échéance, c'est la même chose. Donc, échéance, c'est simplement pour avertir l'étudiant. Notre date de début et de fin, c'est pour l'accès. Gros avertissement à tous. Si on donne un examen, par exemple, qui est d'une période de 3 heures, donc, si on prend un exemple aujourd'hui à 13 heures, je donne un examen. Bien, souvent, à place de donner un accès pour le 3 heures au complet, donc si je vais juste ici, on va jusqu'à 16 heures. Donc, en faisant ça, si je fais, OK, mon examen il est 3 heures, donc je donne accès de 1 heure à 16 heures, qui est mon 3 heures au complet, bien là, l'affaire, c'est que si on commence son examen à 13 heures, son timer va commencer à 13 heures. Mais si la date de fin est loin comme ça, bien, un étudiant peut commencer son examen à 15h59 et puis son timer de 3 heures, il va commencer à 15h59. Donc, moi, je vous recommande toujours, quand vous faites un examen, de réduire le temps d'accès, peut-être 15 minutes, 30 minutes. En fait, on peut aller manuellement écrire 13h15. Comme ça, l'examen, il est juste accessible dans les trous, dans les 15 premières minutes du cours. Et puis, si vous avez des étudiants qui arrivent en retard,
ben là, il faut aller donner un accès spécial ou aller rajouter du temps ou que l'étudiant ait une bonne justification pour faire l'exercice, ça va être votre choix. Mais moi, je vous conseille de réduire l'accès à l'examen à vos temps en début de période à la place de le rendre disponible pour le 3 heures au complet. Parce que ça peut arriver qu'un étudiant va commencer son examen en retard et puis son timer est la même chose que l'étudiant qui commence à l'heure. Et puis là, on va arriver justement au timer, au délai. Donc, vous pouvez définir une limite de temps. C'est en minutes, donc 120 pour 2 heures, 180 pour votre 3 heures. Et puis, on peut régler la minuterie aussi. Par défaut, il est en mode asynchrone. Donc, aussitôt que tu lances le questionnaire, le début, le timer il commence. Ou on peut le mettre en mode synchrone aussi. Donc, l'examen, il commence à 13h puis il finit à 16h. Que si tu te connectes à 13h30, ben là, tu as juste 2h30 pour faire l'examen comparé à avoir notre timer complet s'il serait en mode asynchrone. Et puis, on a des choix si la limite de temps expire. Qu'est-ce qu'on fait si la limite de temps expire? Encore une fois, on va rentrer plus en détail là-dessus demain. Par la suite, la pagination est très stricte. Donc, si on met une question par page et puis on coche empêcher le retour de page, bien, une fois que l'étudiant il fait next ou suivant pour passer à la prochaine page, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, assurez-vous de le garder décoché si vous voulez permettre à vos étudiants de se promener back and forth entre les différentes pages. Si vous avez, par exemple, 50 questions, bien, nécessairement, on ne veut pas tout avoir, toutes les questions sur une page qu'ils vont juste scroller down. Des fois, on veut le séparer en quelques questions par page. C'est votre choix. On peut par la suite rendre les questions aléatoires, mais ça, c'est vraiment aléatoire au niveau ici de l'ordre. Demain, je vais vous montrer encore plus en détail les différentes façons de rendre les sections de questions, les différentes questions aléatoires, comme tu peux avoir 3 sets d'aléatoires où les sections différentes vont être aléatoires, les questions à l'intérieur des sections vont être aléatoires, puis après ça, tu peux mettre l'ordre au complet aléatoire aussi au niveau du questionnaire. On a vraiment le choix de rendre chaque questionnaire unique dans un sens. Et puis, par la suite, les tentatives, c'est le nombre de tentatives. Donc, si jamais c'est des examens qui sont formatifs, qui ne valent vraiment pas grand-chose, vous pouvez des fois changer le nombre de tentatives à illimité. Donc, vous créez un examen pratique, par exemple, puis vous donnez accès à que les étudiants peuvent le refaire plusieurs fois pour s'améliorer. Assurez-vous de garder les tentatives à illimité ou prendre 2 ou 3 tentatives et puis on prend la meilleure tentative, qui c'est celle qu'on corrige. Ça, c'est votre choix de comment que vous voulez le configurer. Et puis, comme le pigeonnier, vous pouvez aussi mettre votre courriel. Comme ça, vous recevez une notification par courriel quand un étudiant soumet un des questionnaires. Et par la suite, sous évaluation et rétroaction, c'est là qu'on fait la synchronisation entre le questionnaire et le carnet de notes. Mais je ne touche pas à ça aujourd'hui. Ça, je vous invite à venir me voir demain pour ceci dans l'atelier de Cité avancée. Juste avant que je prenne des questions, on va juste aller voir le carnet de notes un peu. Après ça, je réponds à vos questions et puis on va arriver à la fin de notre temps. Donc, le carnet de notes, c'est là qu'on a les notes. Fait que là, je suis dans mon cours de la session passée. Vous pouvez voir que les notes sont là à l'intérieur. Si on va retourner dans notre cher cours de cette session ici, votre carnet de notes, par défaut, devrait ressembler à quelque chose comme ça. Parce que vous allez avoir le savoir. Puis c'est très important d'avoir le savoir. C'est l'indicateur de rendement de nos étudiants. Donc, c'est quelque chose, ça, qu'on met une note et puis qu'on modifie au long de la session selon comment nos étudiants y sont. Ça, vous allez recevoir des courriels là, de vos responsables de secteur qui vont vous envoyer les informations sur savoir. Mais comment ça fonctionne? C'est habituellement, on crée nos éléments dans le carnet de notes. Là, par exemple, j'ai un lab, j'ai un deuxième lab, j'ai mes évaluations sommatives. Et puis, ces éléments-là, on va les relier à quelque chose, que ce soit un pigeonnier, un forum de discussion, un questionnaire ou simplement un document, quelque chose qui vous est remis ou une activité orale en classe. Là, on peut aller là, manuellement les rajouter une note. Fait que, pas mal partout dans la cité, on a toujours une petite flèche quand on a plus d'options quelque part. Donc là, par exemple, dans le carnet de notes, si je clique dessus, je peux aller voir les propriétés de la note, mais encore plus important, je peux aller mettre une note, donc saisir la note,
ou je peux aller voir les statistiques. Donc, je peux aller voir la moyenne, comment que c'est. Tu peux vraiment sortir comme quasiment un rapport complet de comment que la classe elle va selon un examen. Mais saisir la note, c'est ça qui va probablement être utilisé, ou sinon, ça va être fait automatiquement si on synchronise bien nos styles d'évaluation avec le carnet de notes. Comme je vous ai dit, je vous montre ça demain. Au niveau de saisir la note, c'est simple. On peut soit, encore une fois, choisir tout le monde et puis mettre une note à tous, ou on peut manuellement aller mettre la note à chacun de nos étudiants, un par un. Et puis, on peut aller écrire après ça une rétroaction aussi. Donc, je peux aller cliquer sur mon petit crayon, mettre ma rétroaction, l'enregistrer, et puis, hey, cet étudiant-là va avoir une rétroaction. Donc, c'est un début du carnet de notes. Parfait. On ne va pas enregistrer rien parce que je ne veux pas avertir mes étudiants. Si il y a une erreur, donc là, je vais simplement aller créer une nouvelle chose à l'intérieur. On va voir ça demain aussi vite fait. Je vais juste créer un petit quelque chose. Oh, si vous avez une erreur, donc si votre carnet de notes n'est pas sur 100%, vous allez avoir dans le haut de votre page une erreur qui va dire que la note calculée est de la somme de tel. Donc, si vous êtes en bas de 100%, ça va dire votre pourcentage. Si vous êtes en haut de 100%, ça va dire votre pourcentage aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On parle du poids. Donc, le poids d'une évaluation, c'est qu'est-ce que ça vaut sur notre 100% total. Donc là, vous pouvez voir, j'ai 30 sur mon UA1, j'ai un 20% sur mon UA2, j'ai un 35 sur mon UA3, et puis j'ai un lab de 10, j'ai un lab de 5 pour 100%, et puis j'ai mon élément test bidon que je vais supprimer, qui est un autre 10%, qui me fait un total de 110. Donc, le poids, c'est ça notre 100% total. Le pointage, c'est sur combien vous faites l'évaluation. Donc, ça peut être sur 3 comme ça peut être sur 10 000. Donc, c'est votre choix de sur combien que c'est évalué. Donc, si vous avez un questionnaire de 52 questions, puis c'est 1 point par question, bien, votre pointage va être sur 52, même si le poids va être sur 30 ou 35, dépendant sur quelle évaluation que c'est pour vous. Donc, ça, à garder en tête. S'il y a une erreur, c'est affiché, et puis on regarde souvent le poids. Qui m'emmène à la dernière mention avant que je réponde à toutes vos questions. Si vous cherchez de l'aide, il y a un bouton d'aide qui est là, qui est disponible. Il y a le site web de Enseigner à la Cité qui a une tonne d'informations pour vous qui sont là, mais encore plus précisément au niveau des capsules d'aide. Donc, si jamais vous cherchez de l'aide pour pigeonnier, questionnaire, de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, allez sous Aide, sous capsule d'aide Teams et ECT. Ça va vous emporter sur le site web. Et puis, on a des capsules vidéo sur une tonne de choses différentes, que ce soit dans ECT, dans Teams, d'autres choses qui existent aussi au collège. Il y a une tonne de capsules qui existent, d'autres qui se font produire tous les mois. Donc, allez l'explorer, ce côté-là. C'est votre endroit là, pour trouver des clips vidéo le plus simple. Autre chose aussi à l'intérieur, au niveau d'enseigner à la cité. Donc, à l'intérieur ici, allez vous promener. Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez simplement cliquer l'assistance et puis vous avez le temps pour les TI. Donc, si vous avez un problème technique et puis le lien vers le bon formulaire pour une demande d'aide pédagogique, donc auprès de moi et mon équipe. C'est les meilleurs endroits pour trouver de l'assistance. C'est là, directement dans la cité. Et puis, j'ai eu cette question-là plus tôt. Donc, si jamais vous n'avez pas de photo de profil dans le carré bleu, vous pouvez aller sur Outils dans Changer votre photo. Ça va être probablement changer votre photo avec en parenthèse enseignant. Donc, si vous allez là-dessus, ça vous emmène sur ma carte. Donc, ce n'est pas nécessairement fait pour créer votre carte. Oui, vous pouvez la faire imprimer, mais vous n'avez pas besoin de la faire imprimer. C'est le même système que pour les cartes, que pour vos photos de profil. Donc, suivez les étapes à l'intérieur de changer votre photo. Et puis, une fois que votre photo va être approuvée, les changements vont se faire au niveau de vos profils. Donc, là-dessus, c'est ça pour notre ECT de base. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Donc, je prends vos questions. Donc, on va y aller là une fois. Nassim en premier. Merci Simon. J'avais une question par rapport au pigeonnier. Tu avais mentionné que
on devait laisser les extensions ouvertes ou qu'on devait autoriser les étudiants à déposer n'importe Je quel. vous recommande de OK. laisser les extensions ouvertes. Si tu OK. veux préciser une extension dans les options qui sont là, go for it. Mais OK. si jamais il y a des petits glitches, tu sais pourquoi. OK. Très bien. J'avais aussi une deuxième question. Est-ce que c'est possible d'importer toute une base de données de questions pour le questionnaire? Oui. OK. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer demain dans la bibliothèque de questions qui est le back-end des questionnaires. OK. Et la dernière chose, c'était pour le texte, l'éditeur HTML. Est-ce que c'est possible que les étudiants puissent mettre des équations mathématiques dedans? Comme est-ce qu'il y a un outil de... Comme un genre d'outil de spreadsheet? Non, plus comme un outil latex où ils peuvent mettre des équations. Je ne sais pas si Non, les équations écrire Ouais. la réponse Je sais d'une qu'ils vont équation. pouvoir manuellement l'écrire, mais il n'y a pas comme un procès qui va faire l'équation pour eux autres. OK, OK. Ça, il faudrait que tu utilises la fonction de spreadsheet qui existe dans les questionnaires, où ce que tu peux avoir excusez-moi le terme, un wannabe Excel, un Excel qui n'est pas vraiment Excel, mais que c'est les mêmes commandes d'Excel pour faire. Donc, c'est quelque chose ça, qui existe. OK, OK. Je vais voir ça. Merci. Super. Jean. Merci. Dans le pigeonnier et dans le questionnaire, est-ce qu'il y a un endroit où le professeur peut mettre des notes sur l'évaluation qui ne sont pas publiées pour l'étudiant? Oui. Il y a un endroit, parce que par exemple, tu veux faire des commentaires au coordinateur ou quelque chose comme ça. Ou pour moi-même. Ou pour toi-même, oui. Oui, je vais me rendre dans mon cours de la session passée, puis je ne sais pas pour pigeonnier par cœur, mais je sais que questionnaire, on peut. Donc, si je vais dans mon cours de la session passée, et puis je vais aller dans mes questionnaires. Et puis en même temps, mais ça va vous montrer aussi l'endroit pour aller corriger un questionnaire, là. Donc, pour corriger un questionnaire, on se rend dans les questionnaires, on clique la petite flèche et puis on va sous « Notez-le ». Et puis à l'intérieur, si on veut les rajouter des commentaires, puis là, par exemple, on va aller prendre Abdelaziz et puis je peux aller mettre en premier, par exemple, développer ma rétroaction à l'intérieur de juste pour lui, pour mon étudiant. Et puis l'autre endroit, ça va être dans le carnet de notes. Cependant, j'ai eu cette question-là, fait que laisse-moi voir si je me rappelle bien. Donc, je mets ça en plein écran pour tout le monde. Et puis, si je vais dans saisir la note, on a notre rétroaction. There we go. Donc, dans notre rétroaction, dans le carnet de notes, on a le commentaire pour l'étudiant. Et puis, un petit peu plus bas, on a les commentaires réservés pour les profs. Donc, j'y retourne encore une fois. Sous carnet de notes, je prends l'évaluation que j'évalue. Par exemple, là, c'est mon UA1, puis je vais aller rajouter des commentaires. Je vais aller sous saisir la note. Et puis, à l'intérieur, dans la partie droite du tableau, j'ai les rétroactions. Et puis, à l'intérieur, il y a l'endroit pour mettre les commentaires pour l'étudiant et un commentaire pour le professeur uniquement. Fait que si tu rajoutes du stuff ici, ça va être juste toi, le cordeau, la direction, juste ceux qui ont accès à ton cours, qui n'est pas un étudiant, qui vont pouvoir le voir. Donc, ça, c'est pour l'évaluation en général. C'est ça. Fait que ce pas soit pour une question ou précise ou quoi que ce soit. OK, je comprends. Merci. Plaisir. On continue. Rabat. OK, moi, ma question, c'est, en fait, si on a plusieurs groupes, si on prépare nos carnets de notes, pigeonniers, etc., pour un groupe, est-ce qu'il y a possibilité d'exporter tout ça vers l'autre groupe? Oui. Donc, c'est le même outil que j'ai montré, que j'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, dans le modificateur de cours, on a un outil ici de importer, exporter ou copier des composantes. Donc là, par exemple, je suis dans mon cours de la session passée et je vais aller chercher, je ne sais pas, mon carnet de notes de cette session ici. Donc, je fais juste une recherche pour la session. Et puis là, ben, je peux aller chercher mon cours de la session. Je fais inclure. Et puis, c'est très, 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 très important que si vous utilisez ces outils-là, vous ne faites jamais copie intégrale du cours. Allez toujours sélectionner la composante. Et puis, une fois qu'on rentre à l'intérieur, maintenant, on peut aller choisir. OK, j'ai besoin de mon carnet de notes. J'ai besoin de quelque chose de spécifique dans mon carnet de notes. Puis ça peut être vos questionnaires, vos grilles d'évaluation.
vous pouvez vraiment aller le chercher d'un peu partout. Thinking about this from an academic perspective, you know, where... Ici. Merci, Nassim. All right. Donc oui, c'est cet outil-là. Encore une fois, tu peux aller trouver plus d'infos si tu vas dans Capsule d'aide, Teams et SCT. Il y a la vidéo ici d'importer des éléments d'un cours à l'autre. Ça rentre plus en détail dans cet outil-là là, d'importer puis exporter des composantes. Ou sinon, tu peux placer une demande, puis on peut le faire ensemble, soit moi ou un membre de mon équipe qui va t'aider avec ça. Super. Larbi. Oui, ma question, c'est concernant le questionnaire, mais dans le but d'un sondage, par exemple, de bienvenue la première journée. Ouais. J'aimerais, par exemple, vérifier avec les étudiants, savoir leur niveau d'avancement concernant la matière qu'ils vont avoir. Est-ce qu'il y a une façon d'utiliser ce questionnaire dans un but de sondage? Oui. Ça, à la place de passer par évaluation, on passe par modificateur de cours. Et puis, à l'intérieur de modificateur, c'est là que tous les outils sont. Ça, c'est pour tout le monde. Il y a une tonne d'outils qui existent. Dans l'évaluation, qu'est-ce qu'on vous montre? C'est le carnet de notes, le questionnaire, les pigeonniers. Mais tu as aussi d'autres choix qui sont là, dont l'évaluation de sondage. Fait que tu peux aller directement créer un sondage. Puis c'est aussi simple que créer un questionnaire. Tu fais juste simplement faire un nouveau sondage. Et puis là, ici, tu vas aller mettre ton nom de sondage. Et puis tu vas aller inclure des questions là, juste ici. Donc, tu fais inclure ou modifier des questions, puis tu crées tes questions. Parfait. Ma deuxième question, c'est concernant cet atelier. Est-ce qu'il y a une place où le trouver? Parce qu'il y a beaucoup de matières intéressantes. Oui. Donc, dans probablement une couple d'heures, je vais faire, moi, un post dans la communauté Prof LCC avec l'enregistrement. Et puis, la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel de Caroline Gauthier avec les enregistrements de tous les ateliers pour un bon départ. Donc, l'orientation de mardi soir, Teams hier, ECT aujourd'hui et puis ECT avancé demain. Tout va vous être envoyé dans un package, dans un courriel par Caroline Gauthier. Merci. Super. À cette heure, on va aller voir le chat. Est-ce qu'il y a un endroit dans le système Teams? On retrouve les enseignants qui enseignent les mêmes cours que nous. Non, il n'y a pas de moyen par défaut. Ça, je te conseillerais de checker avec vos coordinateurs. Comme moi, par exemple, le cours d'eau qui s'occupe de dépannage technique, le cours que j'enseigne, a créé une équipe Teams avec tous les profs sous lui. Sur ça, vérifiez avec vos cours d'eau ou vérifiez avec vos secteurs s'il n'y a pas déjà quelque chose qui existe. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est là par défaut. Et puis là-dessus, je vois que on a d'autres questions, on va aller voir. Marilyn, si tu supprimes un document par défaut, y a-t-il un moyen de le récupérer? Si tu le supprimes au complet du cours, puis qu'il n'y ait plus d'un fichier de background, non, il est parti, bye-bye, on ne peut pas le récupérer. Donc, c'est pour ça que c'est très important de s'assurer que c'est quelque chose que vous n'avez plus besoin, ou sinon, de simplement garder la case, de garder les fichiers en background, mais juste supprimer le document là, qui est là dans le contenu. Eric, est-ce que les questionnaires créés est enregistrés? Donc, si tu enseignes dans un cours d'hiver, on peut le réutiliser? Oui. Donc, ça, là, ça fait partie de l'importation. Tu peux aller prendre du contenu de tes anciens cours d'un bord puis de l'autre. On a quelqu'un qui quitte. Michael Phillips, la différence entre les notes savoir et les autres notes. Ça, je vais laisser les secteurs vous envoyer leur courriel de savoir pour ça avec toutes les explications. Mais dans le fond, c'est un indicateur de rendement. On met 3 couleurs. Y est-tu vert, correct? Y est-tu jaune? Il y a une difficulté quelconque? Ou y est-tu rouge? Il y a une difficulté spécifique. Puis ça peut être des retards en classe, des absences, la participation. C'est vraiment le rendement de l'étudiant en classe, comment il fait, right? Tout ce qui est rendu. Mais ça, vous allez avoir des explications assez spécifiques de vos directions de ça. Ça, j'ai répondu. Et puis, le lien pour... ça va être envoyé là, dans pas trop long. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté Prof @LCC, je vous recommande d'aller demander une adhésion. On va vous rajouter dans le groupe. Il y a beaucoup d'informations qui sont là pour vous là-dedans. Donc là-dessus, merci à tous de votre présentation, de vos questions.
Je vous souhaite encore une fois tous une très belle rentrée et puis j'espère vous voir demain là, dans l'atelier de Cité avancée où on va aller en profondeur dans les questionnaires pigeonniers, équipes et le background de tout ça. Donc, merci à tous. Bonne journée. Merci.